La Première présente. JFK, 60 ans de mystère. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Épisode 10. Mobile. Moi, je suis convaincu que c'était M. Oswald lui-même. Je ne crois pas du tout au complot. Je n'ai jamais cru au complot. Une des raisons, c'est que je ne crois pas qu'un complot de l'envergure nécessaire pour tuer le président Kennedy pourrait rester un secret longtemps dans la société américaine qui est très ouverte. Lui, c'est Pierre Salinger, qui était le porte-parole de la Maison-Blanche sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy. Pour lui, Oswald est l'unique coupable. There is Lee Oswald. Lee Oswald has been shot. Lee Harvey Oswald. There's no question about it. Oswald has been shot. Did you kill the president? I'm just a patsy. Je suis un pigeon, lance Oswald lors de la conférence de presse. Je ne suis pas accusé d'avoir tué le président Kennedy, répond Oswald à l'un des journalistes. Oswald est accusé de 2 meurtres, celui du policier Tippit et celui du président des États-Unis. À ce moment-là, personne ne sait qu'Oswald caressait le projet d'assassiner Richard Nixon et qu'il avait tenté d'assassiner un général d'extrême droite à la retraite, le général Walker. Oswald est déçu des systèmes communistes soviétiques et du capitalisme à l'américaine. Il confine tout cela dans ses écrits. Et c'est peut-être l'une des raisons qui le pousse à vouloir tuer le général Walker. C'est ce qu'avance le journaliste Gorian Delpature qui a épluché la biographie de Lee Harvey Oswald. Lee est déçu par le pays dans lequel il vit, qui ne reconnaît pas ses compétences, il n'a pas de diplôme, il n'a pas le travail qu'il mériterait d'avoir. Et il commence certainement à ce moment-là, tout doucement, se dire qu'il pourrait peut-être intervenir pour s'en prendre à ce général d'extrême droite. C'est l'incarnation parfaite du contraire de ses ambitions politiques, le général Walker. Le général Walker était chez lui, en train de travailler à son bureau. Il fait noir, il est dos à la fenêtre. Lee va tirer dessus avec son Monitor Carcano. Il va tirer une balle, mais il va le rater. Et puis arrive le 21 avril de cette année 1963. Ce jour-là, Lee lit dans le journal, il se trompe en fait parce qu'il est dyslexique, mais il croit que Richard Nixon vient en visite à Dallas. Et il dit à Marina, je vais aller tuer Richard Nixon. Marina s'énerve, elle n'en peut plus, il a déjà essayé de tirer sur le général Walker, elle parvient à l'empêcher de sortir en l'enfermant dans la salle de bain. La nouvelle est officielle. Le président Kennedy est bien mort. At 1 p.m. Central Standard Time. 7 mois plus tard, les tirs atteignent leur cible. Le président John Fitzgerald Kennedy est abattu en pleine rue devant une foule de personnes. Marina Oswald se confie. J'ai toujours admiré le président Kennedy pour la bonne raison que Lee en faisait l'éloge. Il lui rendait toujours hommage de vouloir mettre fin à la guerre froide, de tenter un rapprochement avec l'Union soviétique et d'envisager la normalisation des relations diplomatiques avec Cuba. Dans cette optique, quel intérêt aurait-il eu à l'éliminer ? La question qui m'a obsédée pendant des années, c'est pourquoi Lee voulait-il tuer un homme dont il faisait des louanges ? Pourquoi ? L'épouse de Lee Harvey Oswald s'effondre à l'annonce de l'arrestation de son mari. D'abord persuadée de sa culpabilité, elle finira par pencher pour l'innocence de son époux. Et lorsqu'on lui demande qui, selon elle, seraient les auteurs de cet acte odieux, la réponse est limpide. Ce n'est un secret pour personne que la CIA se sert de la mafia de temps en temps pour exécuter les basses besognes. Marina ne cherche pas pour autant à donner une image parfaite de son défunt mari. Elle est même plutôt franche.
Ne comptez pas sur moi pour vous dire que Lee était un ange ou un être d'exception. Certes, il adorait ses enfants et les couvrait de cadeaux, mais il était très difficile à vivre. Il entrait dans des colères terribles et parfois il me battait. Depuis leur retour sur le sol américain, le couple commence à battre de l'aile. Oswald se révèle de plus en plus violent. Il bat Marina, physiquement mais aussi psychologiquement, en lui imposant de rester mince, en l'isolant des autres, en lui interdisant formellement d'apprendre l'anglais. Le couple rencontre une certaine Ruth Paine, qui hébergera parfois Marina et leur fille, notamment en novembre 1963. Ces échecs et ces licenciements successifs, Lee Oswald les impute au FBI qui l'avait interrogé à son retour du RSS. Et en octobre 1963, Lee Harvey Oswald est à nouveau sans emploi. C'est leur nouvelle amie, Ruth Paine, qui lui trouve un travail au dépôt de livres scolaires du Texas, car l'une de ses connaissances vient d'y être embauchée. Lee Harvey Oswald est engagé le 15 octobre 1963, et la date est importante. Cet élément factuel démontre, à lui seul, qu'Oswald n'a pas été placé là par un quelconque service secret en vue d'assassiner Kennedy. Car en octobre 63, on ne connaît pas le parcours de la limousine. On ignore même la venue du président des États-Unis. Il y a un concours de circonstances qui, selon moi, dépasse toute idée de complot. Philippe Labro, journaliste, auteur du livre « On a tiré sur le président ». Par exemple, lorsque Oswald est engagé dans le Texas School Book Depository Building, à l'époque, personne ne connaît encore l'itinéraire du cortège de Kennedy. Personne ne sait même que Kennedy va venir à Dallas. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'il a été placé là. Ça s'appelle un concours de circonstances. Le 26 septembre 1963, on annonce un voyage de Kennedy sans précision. Et l'itinéraire n'est décidé le 14 novembre. Le 19 novembre, le parcours est imprimé dans les pages du journal. Donc il n'y a pas de conspiration qui place Lee Harvey sur le parcours de Kennedy, puisqu'au moment où il est engagé, on ne sait pas où va passer la limousine. Favorisant d'abord les thèses complotistes, le journaliste Gorian Delpature soutient désormais la thèse officielle. Et en décortiquant la vie d'Oswald, il décèle un comportement inhabituel et interpellant de l'assassin présumé, notamment quelques heures avant le drame. Oswald bouscule ses habitudes et il semble se désintéresser des sujets qui habituellement le passionnent. Le jeudi 21 novembre, la veille de l'assassinat, Oswald se paye un resto de luxe alors qu'il n'en a pas les moyens. Puis il décide de rentrer voir sa femme ce 21 novembre, alors qu'il se rend normalement chez son épouse le vendredi. Lee Oswald tente de se réconcilier avec Marina car les époux sont alors en froid. Il lui dit, écoute, est-ce que tu ne viendrais pas vivre à Dallas ? Marina se montre froide, dit non, pas maintenant. Lee insiste, disant, si tu viens, j'ai un travail maintenant, je pourrais acheter une machine à lessiver, ce serait chouette, reviens vivre avec moi. Marina dit non. Bon, la soirée se passe, on parle un peu politique. Forcément, le président vient demain. Curieusement, Lee, qui est si prolixe quand on parle de politique, ne réagit pas. Le matin du 22 novembre 63, Lee se réveille plus tôt que d'habitude et il s'apprête à partir pour se rendre sur son lieu de travail. Avant de se mettre en route, il laisse de l'argent à sa femme. Il lui laisse une petite fortune, il lui laisse $170. Il lui dit « Je te laisse des sous, comme ça tu pourras acheter des chaussures aux filles ». Et il lui laisse aussi son alliance. Il retire son alliance et la dépose dans une petite tasse qui se trouve sur la table de lui. Il sait ce qu'il va faire. Et il n'a pas spécialement prévu de revenir. En laissant de l'argent et surtout son alliance à Marina, il semble dire adieu à son épouse. On ne peut s'empêcher de se demander si le cours de l'histoire aurait pris un autre tournant si Marina avait accepté de venir vivre avec lui à Dallas. Le journaliste Gorian Delpature, qui soutient la version officielle, raconte ensuite que Lee Harvey Oswald revient sur son lieu de travail avec un paquet. Et quand on lui demande ce qu'il contient, Lee répond que ce sont des tringles à rideaux. Curieusement, la taille de l'emballage correspond au Mannlicher Carcano 6.5, ce fusil qu'a acquis Oswald, avec lequel il a tenté d'abattre le général Walker, et qu'on va retrouver au 5e étage du dépôt de livres scolaires après l'assassinat de Kennedy. Les analyses balistiques établiront formellement le lien avec cette arme. On retrouve aussi quelques fils de la chemise d'Oswald ainsi que ses empreintes sur l'arme. Mais évidemment, rien n'est simple dans cette affaire criminelle. Tous les éléments sont troublants et ils semblent constamment se dérober. Comme cette photo d'Oswald avec son Mannlicher et son pistolet Smith & Wesson.
Une preuve de sa culpabilité pour certains, un montage pour d'autres, comme l'affirme l'historien Thierry Lenz, qui relève de nombreuses contradictions dans son ouvrage « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ». Vu ce que j'ai lu et ce que j'ai appris sur cette affaire, je pense qu'Oswald est dans le coup et a bel et bien apporté son fusil au dépôt de livres le matin de l'assassinat. Bon, donc c'est son fusil, il n'y a pas de doute. En revanche, ces fameuses photos. Rappelons que ce sont des photos où on voit Oswald tenir le fusil du meurtre, enfin présumé du meurtre, avec son revolver à la ceinture, et il montre un journal qui est un journal pro-communiste. Bon. Donc ces photos, évidemment, elles ont été utilisées en disant « Regardez, voilà, conspirateur et tout ce qu'on veut ». Et quand on les regarde de près, ces photos, et la commission du Congrès l'a fait, on s'aperçoit que c'est un photomontage. C'est-à-dire une photo qui a été arrangée parce que, notamment, les ombres ne correspondent pas. Photo que Lee Harvey démontra en disant « Mais non, pas du tout, c'est pas moi sur les photos. Moi, j'ai travaillé dans une agence de photographie, je sais ce que c'est. Il s'agit de faux, bien entendu. On a collé ma tête sur ces photos. » Gorion Delpature. Pas du tout. Ces photos ont bien été prises par Marina. C'était le 31 mars 1963. Marina Oswald, qui pourtant penche pour la thèse du complot, reconnaît effectivement avoir pris ces photos. J'ai pris 3 photos de lui avec ce fusil. Je trouvais cela ridicule et il a été très embarrassé quand je lui ai demandé quel usage il voulait en faire. Il m'a juste répondu « C'est pour les enfants, c'est un souvenir de leur père ». S'il avait voulu tuer le président, aurait-il été assez inconscient pour se faire photographier ainsi ? Maintenant, je comprends, c'est un marché qu'il avait conclu avec les services de renseignement et dont ils se sont ensuite servis pour prouver sa culpabilité. C'est le fusil qui a tué le président, donc c'est cet homme le coupable. Curry, le chef de la police de Dallas, confie à la presse avoir suffisamment de preuves sur la culpabilité d'Oswald. Au cours de ma carrière, j'ai déjà envoyé des gens à la chaise électrique pour bien moins de preuves que cela. La peine capitale n'aura pas à être prononcée. Lee Harvey Oswald décède devant des millions de téléspectateurs le 24 novembre 1963. There is Lee. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. The detectives have their guns drawn. Oswald has been shot. There is no question about it. Oswald has been shot. C'est Jack Ruby qui vient de faire irruption dans le commissariat pendant le transfert d'Oswald et qui vient d'ouvrir le feu sur l'assassin présumé des États-Unis. Jack Ruby prive Oswald d'un procès, il prive le monde d'une éventuelle explication et il ouvre la voie au complot qui se multiplie encore 60 ans après les faits. Est-ce un acte impulsif ou est-ce un acte prémédité ? On ne peut s'empêcher de penser qu'il a voulu faire taire Oswald, en entrant armé dans ce commissariat, sans difficulté. D'ailleurs, quand et comment pénètre-t-il dans les bureaux de la police ? A-t-il bénéficié de complicité ? Pour l'historien Thierry Lenz, sceptique quant à la thèse officielle, oui, cela ne fait aucun doute. C'est la commission de 78 qui l'a montré. Il pénètre dans le commissariat de Dallas avec l'aide de 2 policiers qui lui ouvrent la porte. Le nom des policiers figure dans le rapport de 78. L'idée que Ruby est rentré par la rampe, etc., est fausse. Gorion Delpature, qui lui soutient la thèse officielle, donne une autre version de l'entrée de Ruby au commissariat de Dallas. Il entre par le garage et sans complicité. Et il y a un policier de faction à l'entrée de ce garage. Évidemment, personne ne peut rentrer. Mais Jack a de la chance. L'histoire n'en a pas, et Lee Harvey encore moins. Mais une voiture sort du garage à ce moment-là, le policier se retire et Jack en profite pour descendre. Ce qui est certain et qui est validé par tous, c'est que Ruby arrive pile au moment où Oswald va être transféré, ce qui permet à Ruby de le croiser et de le tuer. Si Ruby était chargé de faire taire Oswald, il aurait normalement dû le rater, confient les journalistes Philippe Labro et Gorion Delpature. Car si Ruby est dans le quartier ce matin du 24 novembre 63, c'est car il est allé faire un versement bancaire à la Western Union, située à 200 mètres du commissariat. Au moment où Ruby est occupé à effectuer son virement, Oswald aurait déjà dû avoir quitté le commissariat. C'est à la seconde près. Ruby arrive juste au moment où Oswald sort. En fait, il aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais il se fait qu'il y a des petits problèmes techniques. Il y a un camion qui est trop gros, qui ne parvient pas à rentrer dans le garage, et donc il faut changer de camion, donc ça rallonge un peu la procédure. Il y a un agent des postes qui vient interroger Oswald par rapport à sa possession d'une boîte postale.
Oswald, à un moment donné, sort de sa cellule juste avant de descendre pour aller dans le fourgon et il dit « je voudrais changer de chandail ». Ah bon, très bien. Alors, on remonte dans sa cellule, on lui trouve un autre chandail. Le changement de chandail fait que Jack Ruby, qui est en train de poster un mandat à côté, a le temps de revenir. Imaginez simplement qu'Oswald ne change pas de chandail. Quand Ruby arrive, Oswald est parti. Ce que je veux dire, c'est que tous ces détails illustrent le concours de circonstances qui fait que, bien sûr, on peut très bien croire à un complot, mais on peut tout aussi bien croire à ce qu'on peut appeler le hasard. Mais qui est Jack Ruby ? C'est un homme qui masturbe ses chiens, qui se blesse volontairement pour que ces mêmes chiens lèchent la plaie. Jack Ruby se nomme en réalité Jacob Rubenstein et il est né à Chicago en 1911. Père et mère violents, petit truand des rues, intelligence moyenne, très costaud, tempérament explosif, ce Jack Ruby. On l'appelait Sparky quand il était adolescent parce qu'il était très soupe au lait. Gorian Delpature. C'est une famille juive. Il n'est pas religieux du tout, mais il est très sensible à l'antisémitisme. Il change son nom officiellement en 1947, il devient Jack Léon Ruby. Il s'installe à Dallas. Et il tient des nightclubs. On ne compte plus les anecdotes où il frappe des clients, qui manquent de respect à ses danseuses. Quand il était jeune et qu'on s'en prenait à la communauté juive, il s'énervait très fort aussi, il était très violent. Il est absolument apolitique. Par contre, il est totalement impressionné par les Kennedy, qu'il voyait un peu comme des stars de cinéma. Il adore la police. Il adore les policiers, les juges, les journalistes. Il invite tout le temps les policiers dans ses clubs. Il leur fait des prix. Si Lee Harvey Oswald avait été un pigeon à éliminer, c'est certainement pas Jack Ruby qu'on aurait engagé pour tuer Oswald, parce que de fait, il racontait tout ce qu'il savait à la police, même au FBI. Il adorait ça. Il aimait bien informer la police, le FBI, de tout ce qui se passe. Si Ruby devait faire taire Oswald, pourquoi ne pas l'avoir fait la veille lors de la parution d'Oswald à la presse ? Parce que, oui, Ruby était déjà là. Et Jack Ruby, comme il le fait tout le temps, il est souvent là au commissariat, et quand il n'est pas au commissariat, il fait venir des policiers dans sa boîte, le Carousel. Il croise même Lee Harvey Oswald dans les couloirs, parce que Lee Harvey Oswald, il est interrogé d'un bureau à l'autre. On organise une conférence de presse très courte, il est là. Le comportement de Ruby est étrange aussi, ces 22, 23 et 24 novembre 63. Qu'est-ce qu'il faisait ? Partout. Thierry Lenz. Ruby a été filmé devant le dépôt de livres scolaires au moment de l'assassinat de Kennedy. Il a été ensuite à l'hôpital Parkland. Il est allé au commissariat pendant les interrogatoires d'Oswald. Enfin, vraiment, ça l'intéressait, cette affaire. Et si certains pointent un comportement étrange, d'autres ont une explication, comme le journaliste Gorian Delpature. Il adore ça, être là où ça se passe. Il apprend aussi très vite, comme tout le monde, qu'on a arrêté quelqu'un, un suspect. Il se rend à la police de Dallas et il va rester pratiquement 24 heures sur 24 pendant les 2 jours qui vont suivre. Il aide les journalistes. Il se fait voir par tout le monde, il distribue des sandwichs, il distribue à boire, il aide tout le monde, il prend le téléphone pour des journalistes, il fait venir des interlocuteurs au téléphone pour des journalistes. Il a pu discuter avec des journalistes. Thierry Lenz. Et je crois bien que le journaliste français Philippe Labro est tombé sur Jack Ruby à ce moment-là. On voyait passer au milieu de toute cette foule bigarrée, mais quand même qui se connaissait, parce que les journalistes se reconnaissent entre eux, un homme avec un chapeau sur la tête, avec des rouflaquettes, le cheveu gominé et une tête de petit mafieux, Jack Ruby. Philippe Labro, journaliste, auteur du livre « On a tiré sur le président ». Et Ruby nous interrogeait, il parlait avec tout le monde, il était là chez lui, quoi. Il se baladait dans la commissariat de police et il connaissait la plupart des policiers puisqu'il les invitait le soir dans sa boîte de nuit striptease. Et il leur payait des verres. Il les corrompait pas, mais tout ça c'était de l'entre-soi. Et d'ailleurs j'ai parlé avec lui, il m'a demandé qui j'étais, il a reconnu mon accent. Il m'a dit « Ah, la France, folie bergère ». Mais pourquoi Ruby tue-t-il Oswald ? Quel est son mobile ? Jack Ruby semble avoir été extrêmement ébranlé par le décès de Kennedy. Il ferme ses boîtes de nuit durant 3 jours en signe de deuil et son ami confie qu'il passe 3 jours à pleurer. Il trouve injuste que la petite Caroline soit orpheline de père et il veut absolument éviter à Jackie Kennedy de revenir à Dallas. Selon lui, ce serait trop difficile pour elle. Jack arrive, sort son revolver. Jack Ruby crie en tirant sur Oswald « Tu as tué mon président !» Il tire une balle. Les policiers qui se ruent sur Ruby, Ruby crie « Je suis Jack Ruby, je suis Jack Ruby, vous me connaissez, je suis Jack Ruby !» Jack Ruby va être emporté dans les locaux du commissariat. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. Oswald has been shot. There is no question about it. Oswald has been shot.
Jack Ruby, lui, se considérait comme un héros. Il était fier d'avoir tué Oswald, il était fier, croyait sincèrement qu'il allait recevoir une médaille. Durant son procès, son avocat a plaidé la folie passagère. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que ça permettrait d'éviter la condamnation à mort, mais surtout parce que sur la fameuse photo qui a reçu le prix Pulitzer, où on voit Ruby tirer sur Oswald, eh bien on voit que le doigt de Ruby qui est posé sur la gâchette n'est pas l'index, mais le majeur, et selon l'avocat de Ruby, c'est la preuve d'une sorte de crise d'épilepsie passagère, et que donc il n'était pas responsable de ce qu'il a fait. Ruby a dit « J'étais enragé par le rictus d'Oswald ». Alors je comprends que le rictus d'Oswald l'ait un petit peu agacé, mais enfin on ne peut pas y croire, quoi, quand même. Et puis je voulais pas que Madame Kennedy revienne à Dallas pour un procès, ça lui aurait fait trop de peine. Quel grand cœur que Jack Ruby. Et puis il y a une autre version qui est au fond celle à laquelle on pense tout de suite, c'est que Jack Ruby a voulu faire taire Lee Oswald. Hein. Alors évidemment, la commission Warren a combattu cette hypothèse en disant mais il n'y a aucun lien entre les deux, etc. Sur les liens de Ruby avec la mafia, nos spécialistes ont aussi des avis divergents. Thierry Lenz, auteur du livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy », affirme que Ruby avait des liens avec la mafia. Pour le journaliste Gorian Delpature, l'auteur d'un documentaire sur l'assassinat de Kennedy, il n'y a aucun lien entre Ruby et la pègre. Jack Ruby était l'homme de main de la mafia, Carlos Marcello pour ce qui concerne la mafia de Chicago et Santos Traficante, le bien nommé pour la mafia du sud des États-Unis. Mais il n'a aucun lien avec la mafia, même s'il vient de Chicago. C'est un petit bras, Jack Ruby. Il est à la limite de la légalité, mais il n'est jamais vraiment illégal. C'est un tenancier de boîte de nuit, au milieu de la nuit. Mais il n'est pas lié à la drogue, il n'est pas lié à la prostitution, il n'est pas lié à la mafia. D'ailleurs, il racontait tout ce qu'il savait à la police. Les éventuels soupçons sur ses liens avec la mafia sont amplifiés par les propos de Ruby lui-même. Il a dit à Earl Warren, le chef de la commission qui est chargé de faire la lumière sur l'assassinat de JFK, « Je vous dis tout si vous m'emmenez à Washington », dit-il, parce qu'il a peur d'être assassiné dans les prisons de Dallas. Et Warren fait comme s'il n'entendait pas. Et un peu plus loin dans l'interrogatoire, Ruby lui dit « D'accord, président, tout ça c'est bien, mais emmenez-moi à Washington et vous saurez tout. » Et là, Earl Warren lui dit « Non, je ne peux pas vous emmener à Washington, c'est pas prévu, c'est pas dans les pouvoirs de la commission, etc. » Et on en reste là. Il a demandé à passer au détecteur de mensonges. La commission Warren est venue l'interroger à Dallas, lui demandait à être interrogé à Washington parce qu'il pensait qu'on lui en voulait à Dallas, que les anti-juifs allaient le tuer, que la droite allait le tuer, que le général Walker allait le tuer. Et donc il voulait absolument être déplacé. Il n'a pas été, la commission n'a pas accepté. À ce moment-là, Jack Ruby est devenu totalement paranoïaque. Il est en prison. Il n'arrête pas de parler d'un complot juif. Il imagine qu'on tue des juifs dans les étages de la prison. Il a continué à délirer là-dessus pendant des années à la prison. Et puis il est mort le 3 janvier 1967 des suites d'un cancer. Et on dit que ses derniers mots auraient été « J'ai fait ça tout seul, il n'y avait pas le moindre complot ». Pourtant, Ruby a clamé haut et fort qu'il avait agi de son propre chef. Je n'ai pas participé à un complot, déclare-t-il. Je n'avais jamais vu Oswald auparavant. Je n'étais pas même conscient de mon geste lorsque j'ai tiré sur lui. Je suis irresponsable. Évidemment, c'était un peu incohérent, mais c'est en tout cas la substance de ces déclarations. Ruby insiste sur le fait qu'il a agi seul et il confie au psychiatre Stubblefield. Mes ennemis pensent que je connaissais Oswald, que cela faisait partie d'une espèce de complot. Ce n'est pas vrai. Je veux me soumettre au détecteur de mensonges pour prouver que je ne connaissais pas Oswald et que je n'étais pas impliqué dans le meurtre du président Kennedy. Après ça, je me moque de ce qui m'arrivera. Le psychiatre West qui l'a vu en cellule a dit « Il est à l'évidence psychotique. Il est totalement envahi par ses idées de persécution infligées aux Juifs par sa faute. Il se sent désespéré, inutile et coupable parce qu'il est responsable des meurtres de masse qui visent son peuple. » Oswald est innocent pour certains, c'est un véritable coupable pour d'autres. Et si on veut avancer un mobile, ce serait l'ardent désir qu'on se souvienne de lui et d'apparaître dans les livres d'histoire. C'est un homme paranoïaque, violent, totalement insatisfait, prétentieux, qui fait des choses anormales. Et je peux, moi, Lee Harvey Oswald, abattre John Fitzgerald Kennedy, l'homme le plus important du monde. Si j'abats, moi, l'homme le plus important du monde, est-ce que je ne suis pas un dieu si je suis plus fort que l'homme le plus puissant du monde? Et ma femme ne m'aime pas. Et le FBI m'en veut. Et je ne suis pas content. Je voulais aller en Russie, je peux plus. Je voulais aller à Cuba, je peux plus. Je pense que c'est tout ça qui se passe. Mais pas forcément plus que ça. C'est précisément parce qu'Oswald n'est rien du tout
qu'il tue l'homme le plus puissant du monde. Oswald dit à sa femme quelque temps auparavant, « Tu verras, un jour, je serai l'homme le plus important du monde, je vais faire quelque chose qui va faire trembler le monde. » Il le lui a dit à Marina Oswald. Elle l'a répété aux enquêteurs. Il a quand même essayé, quelques temps auparavant, avec le même fusil, de tirer sur le général Walker, qui était un général à la retraite, d'extrême droite. Il avait donc en lui tous les éléments du petit homme, de celui qui, justement, pouvait imaginer un jour être à la hauteur du grand homme qu'il allait tuer. Mais, encore une fois, c'est pas seulement cela. Ses motivations, personne ne peut vraiment les connaître. Pour d'autres encore, Oswald serait le levier d'une grande conspiration. Ce serait un espion pour le KGB, un agent de la CIA, du FBI, un agent secret en mission, voire même un coupable fabriqué. Moi, je ne crois pas au complot de très haut niveau. Je ne crois pas que le patron de la CIA, le patron du FBI, le président Johnson, le chef d'état-major des armées ont donné l'ordre d'assassiner Kennedy. Je pense que plutôt, c'est une action qui a été, non pas spontanée, mais une action que l'équipe Action considérait comme nécessaire pour parvenir au but. John Kennedy, quand on parlait avec John Kennedy de la possibilité que quelqu'un allait le tuer. Pierre Salinger, porte-parole de la Maison-Blanche sous la présidence de John Kennedy. Il disait toujours, oui, c'est possible, mais si un homme est vraiment fixé sur l'idée de tuer un président, il peut tuer un président s'il est prêt à donner sa vie. Ce 22 novembre 1963, Lee Harvey Oswald a vraisemblablement tiré sur John Fitzgerald Kennedy. Est-ce qu'il y a eu complot ? À l'heure actuelle, nous n'en possédons aucune preuve. Mais le déroulement des événements, les procédures, l'enchaînement des circonstances est troublant et interroge légitimement. 60 ans après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le mystère reste entier. JFK, 60 ans de mystère. Une série réalisée par Cécile Posse et Bawandine.